La Première Guerre mondiale a causé une destruction et une mortalité inédites dans le monde. Pendant des années, l'armée française, par exemple, s'est battue désespérément dans les tranchées du front occidental, endurant des bombardements incessants, la boue, les maladies et des pertes horribles. En 1917, la France était exsangue, le moral s'effondrait et les hommes dans les tranchées atteignaient un point de rupture. Il aurait suffi d'une offensive ratée de plus, d'un massacre inutile de plus pour les pousser à bout. En 1917, la guerre à l'ouest était devenue un cauchemar d'impasse. Les deux camps étaient retranchés derrière des lignes défensives de centaines de kilomètres, renforcés par barbelés, mitrailleuses et bunkers en béton. Chaque année, les commandants alliés promettaient une nouvelle attaque décisive qui briserait enfin les lignes allemandes. Chaque année, des milliers d'hommes sortirent des tranchées, et presque aucun ne revenait. Les soldats français appelaient cela la boucherie, l'abattoir. Pourtant, les généraux continuèrent d'insister qu'une offensive de plus mettrait fin à tout cela. En avril 1917, un nouveau commandant, le général Robert Nivelle, a promis d'apporter la victoire en seulement 48 heures. Son plan était ambitieux, un bombardement d'artillerie massif, suivi d'une avance rapide de l'infanterie entre les villes d'Arras et la crête du chemin des Dames. Nivelle affirmait que sa stratégie écraserait la résistance allemande et mettrait rapidement fin à la guerre. Il a même promis que si le plan échouait, il l'abandonnerait immédiatement. Mais tout le monde ne le croyait pas. Beaucoup de ses officiers ont averti que le plan était imprudent. Malgré tout, les dirigeants politiques et militaires français l'ont approuvé par désespoir de victoire. Les Allemands savaient déjà ce qui se préparait. Leurs services de renseignement ayant intercepté les communications françaises, ils ont renforcé leur défense. Lorsque l'attaque a commencé, le 16 avril 1917, 850 000 soldats français ont avancé contre 35 divisions allemandes bien préparées, retranchées derrière la puissante ligne Hindenburg. Les résultats furent catastrophiques. Les troupes françaises chargèrent sous la pluie et la boue, sous le feu des mitrailleuses. Dans certaines unités, les hommes tombaient plus vite qu'ils n'avançaient. À la fin du premier jour, environ 40 000 soldats français étaient morts ou blessés. Nivelle ne mit pas fin à l'offensive après 48 heures comme il l'avait promis. Il l'a poursuivie pendant 18 jours. Chaque jour, 10 000 hommes supplémentaires étaient perdus. Lorsqu'elle fut finalement arrêtée, les Français n'avaient gagné que quelques kilomètres de terrain. L'offensive fut un échec total. Le moral s'effondra. Les soldats maudissirent Nivelle, le traitant de meurtrier. Il fut rapidement relevé de son commandement, mais le mal était déjà fait. Des moments comme ceux-ci sont difficiles à saisir. Le chaos, l'émotion, l'ampleur de l'histoire qui se déroule. L'armée française avait subi près de 4 millions de pertes depuis 1914. Les soldats étaient épuisés physiquement et mentalement. Les permissions avaient été retardées des mois. La nourriture était mauvaise, les tranchées infestées de rats, et beaucoup d'hommes avaient perdu confiance en leur commandant. Lorsque la nouvelle s'est répandue que l'offensive de Nivelle n'avait rien accompli, la frustration a explosé. D'abord, des groupes isolés de soldats refusaient de monter en première ligne sur ordre. Ensuite, des unités entières ont désobéi. Ils criaient des slogans comme « À bas la guerre » et « Nous en avons assez ». Certaines troupes ont refusé de revenir des zones de repos. D'autres ont tenté de rejoindre Paris en train, mais ont été arrêtés par la police militaire. Quelques bagarres d'ivrognes et actes de vandalisme ont eu lieu, mais la majorité des défis étaient pacifiques. Les soldats ne pillaient, ni ne faisaient d'émeutes. Ils refusaient juste de combattre. La nouvelle s'est vite diffusée dans l'armée. En quelques semaines, l'agitation avait gagné des dizaines d'unités. Entre 30 000 et 40 000 soldats français répartis dans 16 corps d'armée refusaient de retourner dans les tranchées. Le haut commandement français a soudainement fait face à une perspective terrifiante, une armée proche de l'effondrement. Si les Allemands avaient su à quel point cette crise était profonde, ils auraient peut-être lancé leur propre offensive et percé complètement les lignes françaises. De nombreux officiers craignaient que la France ne soit sur le point de vivre sa propre version de la révolution russe, qui venait tout juste d'avoir lieu quelques mois plus tôt. En Russie, les soldats et les ouvriers s'étaient soulevés, avaient renversé le tsar et plongé l'empire dans la guerre civile. Mais en France, ce n'était pas une révolution. Les mutins n'essayaient pas de renverser leur gouvernement, ni de se rendre à l'Allemagne. Ils voulaient toujours défendre leur pays. Ils refusaient simplement de mourir dans des offensives inutiles. Un soldat socialiste nommé Louis Barthas se souvenait que certains de ses camarades voulaient mettre en place un soviet, ou conseil de soldats, comme en Russie, mais Barthas a refusé. Plus tard, il écrivit « Je ne voulais pas serrer la main d'un peloton d'exécution juste pour faire semblant d'être russe. » Il a plutôt
comme beaucoup d'autres, préconisait une protestation pacifique pour exiger le changement. Les revendications des mutins étaient étonnamment raisonnables. Ils voulaient la fin des attaques insensées, une meilleure nourriture et de meilleures conditions de vie, ainsi qu'un système équitable pour les permissions. Les soldats étaient prêts à continuer de défendre la France, mais refusaient de participer à des offensives qui semblaient gaspiller des vies inutilement. Cela a rendu les mutineries françaises de 1917 uniques dans l'histoire militaire, une rébellion motivée non pas par la politique, mais par l'épuisement humain pur et simple. Après le renvoi de Nivelles, le général Philippe Pétain fut nommé pour rétablir l'ordre. Pétain était respecté par ses hommes. Il comprenait l'impact que la guerre avait eu, et il promit d'écouter. Il adopta une approche à deux volets, à la fois la carotte et le bâton. D'abord, Pétain sévit contre les coupables les plus graves. Des milliers de soldats furent arrêtés et traduits en cour martiale. Environ 22 000 furent reconnus coupables de mutinerie ou de désertion. Entre 200 et 500 furent condamnés à mort, mais seulement 26 à 55 furent réellement exécutés. Les autres furent emprisonnés ou eurent leur peine suspendue s'ils reprenèrent le service. Le message était clair, la défiance ne serait pas tolérée, mais la punition seule ne résoudrait pas le problème de fond. Pétain s'adressa alors aux doléances des soldats. Il parcourut le front, assurant aux unités que leur vie ne serait pas gaspillée. Il améliora l'approvisionnement alimentaire, allongea les repos, et réforma les permissions pour permettre à chaque soldat de quitter régulièrement les tranchées. Mais surtout, il mit fin à toute offensive de grande envergure jusqu'à ce que l'armée française puisse se rétablir. Son approche porta ses fruits. À l'été 1917, la discipline fut rétablie. Les soldats retournèrent à leur poste, toujours fatigués, toujours en colère, mais prêts à défendre leur patrie une fois de plus. Les mutineries de l'armée française furent l'un des plus grands actes de désobéissance militaire de l'histoire moderne, mais elles furent aussi remarquablement contenues. Contrairement à l'armée russe, l'armée française ne s'est pas effondrée. Le gouvernement est resté en place. Le front a tenu. Le message des mutins était simple. Nous défendrons la France, mais nous ne mourrons pas inutilement. Grâce aux réformes de Pétain, l'armée a retrouvé suffisamment de force pour tenir la ligne de 1917 jusqu'en 1918, lorsque les troupes américaines ont commencé à arriver pour renforcer les forces alliées. À la fin de la guerre, la France avait perdu plus d'1 million d'hommes, et des millions d'autres étaient blessés ou portés disparus. Une génération avait été marquée à jamais par la guerre. Le gouvernement français a minimisé les mutineries, craignant qu'elles paraissent honteuses ou déloyales. Les archives ont été censurées, et le sujet peu abordé publiquement pendant des décennies, mais les historiens l'analysent aujourd'hui différemment. Les mutineries n'étaient pas une trahison, c'était un cri pour la survie. Les soldats avaient enduré des années de carnage et ont finalement tracé une limite entre le sacrifice et le suicide. Leurs actions ont forcé les dirigeants français à affronter les dures réalités de la guerre industrielle et les limites de l'endurance humaine. Les événements de 1917 ont révélé quelque chose de puissant sur l'esprit humain. Même dans une guerre d'une souffrance inimaginable, les soldats français ne se sont pas révoltés par lâcheté ou défaitisme. Ils se sont révoltés parce qu'ils accordaient encore de la valeur à la vie, la leur et celle de leurs camarades. Leur courage s'est exprimé non seulement sur le champ de bataille, mais aussi en refusant des exigences impossibles. Leur protestation a finalement aidé à sauver l'armée française. Et lorsque le moment est venu, en 1918, ils ont tenu bon lors des dernières offensives allemandes et ont contribué à la victoire. Ne sous-estimez pas l'armée française. Toute discussion sur la réputation d'une nation en matière de guerre conduit presque inévitablement à des remarques désobligeantes à l'égard des Français. Leurs exploits militaires sont la cible de nombreuses blagues, mèmes et autres commentaires désobligeants, les tournant en dérision comme des lâches ou des incompétents sur le champ de bataille. La réalité cependant est bien différente. Tout au long de sa longue histoire, la nation française a eu un vaste et prestigieux palmarès de triomphes militaires, remontant jusqu'au début du Moyen-Âge. En réalité, pendant des millénaires, les soldats français ont combattu et sont morts avec courage, compétence et distinction. L'histoire militaire de la France commence dans le sillage de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Les Francs, tribus germaniques de l'Est, ont migré vers l'Ouest dans l'actuelle France. Et sous le règne du roi Clovis Ier, les terres des Pyrénées au sud-ouest, des Alpes au sud-est et du Rhin à l'est furent également sécurisées. Même si ces frontières allaient changer maintes fois par la suite, la superficie approximative du territoire français était déjà fixée. Le descendant de Clovis, Charles Martel, a joué un rôle essentiel dans l'histoire du monde en 732 après Jésus-Christ.
Lui et son armée franque ont empêché l'avancée de la dynastie arabo-omeyyade en France, infligeant une défaite écrasante à leurs ennemis lors de la bataille de Poitiers. Avec cette victoire, la montée incessante de l'expansion islamique en Europe a été stoppée. Pendant le Moyen-Âge, les forces françaises ont mené de nombreuses guerres contre d'autres puissances européennes. Les campagnes les plus étendues ont été menées contre les Anglais, lors d'une série de conflits aujourd'hui connus sous le nom de la guerre de 100 ans. Les Français subirent des défaites importantes lors de plusieurs batailles, notamment à Crécy, Poitiers et Azincourt, et verrèrent plus tard une grande partie de leur territoire dévasté par les raids anglais. Malgré ces revers, la dernière partie du conflit vit les Français chasser les Anglais de leurs terres sur le continent. À mesure que le Moyen-Âge laissait place à l'époque moderne, l'armée française, sous le règne de Louis XIV, devint la plus grande et la plus puissante d'Europe, comptant près de 400 000 hommes. Cette armée a mené de nombreuses innovations militaires, comme les systèmes logistiques, les hôpitaux de campagne et les uniformes standardisés pour ses soldats. Le bilan militaire français durant l'époque moderne est mitigé, avec à la fois des victoires et des défaites, mais pas plus que n'importe quelle autre nation de l'époque. Les Français ont atteint leur apogée militaire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Sous la direction de Napoléon Bonaparte, les armées françaises ont traversé l'Europe, écrasant les puissances rivales lors de batailles décisives, comme Marengo et Austerlitz. Les défaites étaient causées par des problèmes météorologiques et logistiques, comme lors de la campagne contre la Russie en 1812 ou par des tactiques ennemies supérieures, comme lors de la défaite finale de Napoléon à Waterloo en 1815. Pendant cette période, les capacités ou le courage du soldat français n'ont jamais été remis en question. Un siècle plus tard, les soldats français se sont retrouvés impliqués dans l'une de leurs campagnes militaires les plus tragiques. La Première Guerre mondiale a introduit un massacre de masse à une échelle industrielle, et la France s'est retrouvée au cœur du conflit. La majorité des combats sur le front occidental ayant lieu sur le sol français, de vastes régions de la campagne française ont été transformées en un paysage infernal criblé d'obus, dans lequel des millions d'hommes sont restés piégés pendant des années. Pendant cette période tumultueuse, les soldats français ont subi le poids du carnage, endurant des pertes titanesques. Au cours des 2 premiers mois de la guerre, plus de 300 000 Français ont été tués, un nombre qui atteindrait un demi-million à la fin de 1914. Il n'y eut pas de bataille aussi sanglante, ni aucune qui illustra mieux la ténacité et le courage de l'armée française que la bataille de Verdun. En 1916, le général allemand Erich von Falkenhayn lança une offensive visant la ville de Verdun. Permettre à un lieu aussi stratégique et symbolique de tomber aux mains de l'ennemi était inacceptable pour le haut commandement français, et sous la direction du maréchal Philippe Pétain, Verdun fut renforcé. Leur cri de guerre au début de ce combat était « On ne passe pas » ou « Ils ne passeront pas ». La bataille s'est transformée en une impasse épuisante, les 2 camps étant retranchés et refusant obstinément de se rendre. Plus de 40 millions d'obus d'artillerie ont été tirés pendant les combats. À la fin du 303e jour, 162 000 soldats français avaient perdu la vie, et 377 000 autres étaient blessés, portés disparus ou capturés. Fidèles à leurs paroles, les Français ont tenu leur position, et les Allemands n'ont pas franchi ces lignes françaises. Face à ces pertes monumentales, et d'autres encore, l'armée française s'est effectivement mutinée pendant la Première Guerre mondiale. Étrangement, cependant, ils n'ont pas déposé les armes. Ces hommes sont restés dans leurs tranchées et ont continué à résister aux Allemands, mais ont refusé de participer à des attaques futiles contre des positions ennemies fortement retranchées. Dans les mots d'un groupe de mutins, « Vous n'avez rien à craindre, nous sommes prêts à tenir les tranchées, nous ferons notre devoir et les Allemands ne passeront pas. Mais nous ne prendrons pas part à des attaques qui ne provoqueront rien d'autre que des pertes inutiles. » Même en se mutinant, les soldats français étaient encore prêts à donner leur vie pour leur nation. À la fin de la guerre, plus d'1,5 million de Français étaient morts et des millions d'autres étaient blessés. Bien que les estimations varient, environ 18% de ceux qui ont servi dans les rangs ont été tués, anéantissant ainsi toute une génération de jeunes hommes. Pourtant, malgré ces pertes catastrophiques, ils ont tenu bon face aux offensives ennemies répétées. C'est une génération plus tard que la France gagnera sa réputation de puissance militaire incompétente, mais cela est loin de la vérité. Après le début de la Seconde Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne.
Après avoir terminé avec la Pologne, la Wehrmacht a tourné son attention vers l'ouest, traversant les Pays-Bas et pénétrant en France, pour contourner la ligne Maginot, une série redoutable de défenses qui se terminait à la frontière belge. La négligence du haut commandement français, ainsi que les avancées dans la guerre de manœuvre rapide, ont pris les Alliés au dépourvu, et la France a été submergée en 6 semaines, un exploit étonnant selon n'importe quelle norme militaire. C'est à cause de cette capitulation rapide que la France a acquis une réputation imméritée de nation de lâches avec une armée incompétente. Cependant, ce n'est pas une évaluation juste. D'autres puissances ont combattu la machine de guerre allemande, mais bénéficièrent d'avantages dont la France ne disposait pas. La France ne bénéficiait pas de la protection des hautes mers dont jouissait la Grande-Bretagne, ni de l'immense territoire de l'Union soviétique, et elle a été submergée en très peu de temps. Même vaincu, le peuple français a continué à se battre, aussi bien en exil qu'en tant que partisan. La résistance française a été cruciale pour contrer les plans allemands à l'ouest. Leurs opérations de sabotage, d'assassinat et de collecte de renseignements ont été un élément clé du succès du débarquement du jour J en 1944. À ce jour, la résistance française est considérée comme la représentation symbolique de tous les mouvements de résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a été impliquée dans de nombreux conflits à travers le monde, en particulier dans d'anciennes colonies comme l'Indochine et l'Algérie. Lors de la guerre contre le terrorisme, l'armée française a soutenu l'invasion de l'Afghanistan menée par les États-Unis. La puissance aérienne française a imposé des zones d'exclusion aérienne en Libye, permettant aux rebelles de renverser Mouammar Kadhafi. Les forces françaises ont également été à l'avant-garde des opérations antiterroristes dans d'autres régions d'Afrique. Elles sont actuellement la seule nation de l'OTAN à participer à l'opération Barkhane, qui lutte contre les militants en Afrique de l'Ouest. Actuellement, environ 3000 soldats français sont stationnés au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres pays. La mauvaise réputation de la France s'explique en partie par ses méthodes dans ces conflits de faible intensité. Alors que d'autres pays privilégient une approche spectaculaire basée sur le choc et la terreur contre le terrorisme, la France opte pour une stratégie plus subtile. En 2007, afin de stopper une incursion de forces rebelles en République centrafricaine, la France a envoyé 2 vagues de parachutistes et un seul avion de chasse pour arrêter l'avancée. Seules quelques dizaines de personnes ont été impliquées, et la presse française n'a relayé l'histoire que plusieurs semaines après. C'est cette approche de précision, dépourvue du même tapage médiatique que celle d'autres nations, qui contribue à la perception populaire selon laquelle la France manquerait de capacités militaires. Au cours de la longue histoire de leur nation, les Français ont connu des succès et des échecs militaires, mais ni plus ni moins que n'importe quelle autre nation. Leur réputation de nation de lâches qui se rendent à la moindre provocation n'est pas seulement infondée, mais repose également sur des préjugés et des idées fausses. Cela ne tient pas compte des innombrables actes de bravoure et des succès militaires du peuple français.